Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 5 janvier 2025. Aujourd'hui, on parle d'un certain nombre de choses, mais surtout du changement dans le domaine de l'information et ce qu'on souhaite voir advenir pour 2025. On est à l'aube, on est comme sur le bord, tu sais, comme sur le haut de la montagne, puis on voit comme en bas, un peu comme la terre promise, avec tous les changements qui se passent au niveau de l'information. Et Elon Musk est un personnage essentiel dans cette transformation du monde informationnel. Tout est en train de changer avec Twitter et les interventions d'Elon Musk et il faut prendre la mesure de ça. Beaucoup de gens sont craintifs, méfiants face à Musk, etc., parce qu'il est dans la technologie et tout. Et bon, peut-être, mais là, ici, nous allons aborder l'angle informationnel. Et en ce qui concerne l'information, c'est extrêmement positif et ça va dans le sens de, en fait, tout ce qu'on a toujours voulu voir se produire dans le monde de l'information. Musk décloisonne l'information. L'information, par exemple, qui auparavant était conservée en Grande-Bretagne ou qui était conservée dans une ville localement, il y avait une controverse dans une ville, etc. À partir du moment où Musk, avec ses 210 millions d'abonnés sur X, commence à parler d'un sujet, pouf, le sujet devient mondial. Et donc, c'est comme le gigantesque projecteur Musk a avec X et son compte à lui, un gigantesque projecteur qu'il peut diriger sur les problèmes locaux, régionaux, internationaux que souvent les médias tentent de taire, de faire disparaître, comme par exemple, là, présentement, c'est en Angleterre, c'est avec les gangs de viols pakistanais en Angleterre. Le gouvernement a couvert toute l'histoire. Les autorités anglaises ont balayé ça sous le tapis, ont protégé les gangs, ont laissé tomber les filles qui se sont fait violer. C'est un scandale absolument sans précédent. Hein, au nom du multiculturalisme, ils ont complètement ignoré le fait que c'était des Pakistanais qui avaient un pattern et des centaines, voire des milliers de filles. Ce sont des milliers, j'en ai parlé l'été dernier, c'est pour ça qu'il y a eu des révoltes en Angleterre, des milliers de filles et des milliers de filles qui se sont fait violer par les Pakistanais parce que les autorités ne voulaient pas intervenir, parce que s'ils intervenaient, ils allaient être perçus comme racistes, ça allait être perçu comme du racisme, etc., etc. Et là, Elon Musk, sur son compte Twitter, invective directement le premier ministre Keir Starmer, la ministre responsable du dossier de la justice, etc. Et ce que les médias faisaient auparavant, c'est qu'ils ça restait comme le scandale de pédophilie de Westminster en Angleterre, avec le dossier de Westminster dont on a parlé. Un tiers du Parlement, là, qui est comme la police, les juges, etc., qui sont dans des trucs de pédophilie, qui sont contrôlés par l'État profond anglais et tout. Eh bien, on n'a jamais entendu parler de ça au Canada, ni en France. Et c'est les petites chaînes comme Radio-Québec qui vont aller chercher l'information puis qui vont présenter ça. Là, les médias disent non, 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 ce sont des complotistes. Mais donc, il y a cette volonté chez les médias de cloisonner l'information. Les scandales de pédophilie, ça reste, et ça empêche les gens de faire des liens. Je l'ai déjà expliqué, le rôle des médias, c'est d'empêcher les gens de faire des liens. Eh bien là, c'est plus possible avec Elon Musk. Lorsqu'il braque son projecteur, lorsqu'il dirige son compte, il commence à commenter sur un dossier, ça devient un dossier mondial avec une attention internationale instantanément. Et Elon Musk, c'est une des personnes qui parle le plus des réseaux pédocriminels. Hein, il retweet constamment. Il a retweeté sur Epstein, sur Tom Hanks, Hillary Clinton, la fondation Clinton, le Pizzagate. J'en ai parlé à chaque fois de ça. Il martèle le sujet comme Trump ne peut même pas le faire. Alors, c'est majeur. Et ici, vous voyez, ça, c'est l'acteur Kevin Sorbo. C'est celui qui jouait Hercule dans la série Hercule. Il en a fait d'autres aussi dans les années 90, Hercules. C'est un chrétien. Et puis, il dit... les gens ne font pas... L'acteur Kevin Sorbo dit les gens ne font pas confiance au gouvernement parce que le gouvernement cache toujours la liste des milliardaires qui se sont produits sur l'île d'Epstein puis qui ont violé les petites filles. Le gouvernement cache la liste. C'est pour ça que les gens ne font pas confiance au gouvernement, etc. Parce qu'on tait l'information, parce que les hosties le gouvernement anglais, les hosties socialistes en Angleterre ont couvert les gangs de viols pakistanais parce que le gouvernement est répréhensible.
C'est pas juste de la méfiance et du radicalisme. Le gouvernement est activement néfaste ces temps-ci, hein, depuis un certain temps. Certains diront depuis très longtemps, mais soyons modérés. Et donnez-moi un pouce en l'air et sur le son et l'image, là. Et c'est ça. Donc, Kevin Sorbo qui dit ça et Musk qui envoie un truc, tu sais, une flèche dans la cible. Et donc, il amplifie certains messages. Vous voyez? Et donc, c'est ça, c'est qu'il décloisonne. Je l'ai critiqué à plusieurs reprises, ce concept-là de cloisonnement de l'information qui fait en sorte que les gens du monde ne sont pas capables de voir les problèmes et les patterns. Parce que c'est ça qu'on veut voir, tu sais, le cui bono et la vue synoptique, etc., de ce qui se passe quand on dit, tu sais, les élites, ils sont engagés dans certaines... Ben, c'est ça, on nous empêche de faire... Puis Musk décloisonne et donc, c'est très, très, très intéressant. Et aussi, ce que ça fait, c'est que les médias, généralement, ne font pas vraiment peur aux politiciens. Pour la plupart d'entre eux, surtout... Beaucoup de journalistes sont achetés. Hein? Combien de journalistes se sont fait attraper pour des questions de pédophilie, partage d'images pédopornographiques, etc. Mais, et donc, les politiciens, les journalistes sont généralement assez inoffensifs. Mais là, maintenant, quand Elon Musk braque son compte sur un politicien, le politique doit répondre. Et c'est pour ça que Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, je pense, sur l'information, disait justement que Trump est une menace à la démocratie parce que, c'est ça, les politiciens maintenant doivent répondre à Elon Musk. 200 millions d'abonnés, c'est 3 fois plus que Trump. Trump en avait 80 millions. Elon en a 200 millions. Et quand il invective, par exemple, le premier ministre anglais, Keir Starmer, sur le fait qu'il était lui-même un procureur à l'époque et qu'il a fermé les yeux et qu'il a laissé tomber les Anglais et tout ça. Là, tu as l'ensemble de la planète qui lit le tweet de Musk, hein? Et là, qui regarde le premier ministre Starmer, puis là, vas-tu répondre à ça, tu vas-tu répondre à ça? Alors que avant, on s'en foutait, les journalistes, c'est un article dans un journal. Et donc, ça change l'information complètement. On est en train de complètement aplatir l'ancien système informationnel. Et il n'y a pas juste ça, il y a pas juste que le système s'effondre, il y a aussi la montée, hein, de l'information maintenant. Par exemple, ça ici, on voyait justement Musk qui retweet plusieurs comptes, notamment Alice Weidel de l'AfD en Allemagne. Personne n'avait entendu parler de ce parti nationaliste en Allemagne. Ils disent extrême droite, etc. Mais elle-même, Weidel, c'est une lesbienne avec une Sri Lankaise. Elle habite en Suisse, je pense. Mais c'est toujours de l'extrême droite pour... Quand on menace le système transnational médiatique, quand on veut ramener de la frontière, en fait, c'est ça la limite. Hein. L'extrême droite, c'est si tu veux de la frontière, tu vas automatiquement être qualifié d'extrême droite. Et si tu joues le jeu des mondialistes, de l'ouverture des frontières, de l'immigration sans limite, etc., là, tu es un bon. T'es un gentil. Mais, donc, il s'est immiscé un petit peu dans la campagne électorale en Allemagne. Il a écrit un article, un éditorial dans le journal de Welt, Die Welt. Et il prévoit s'entretenir avec, ça c'est le Figaro International, avec Alice Weidel de l'AfD le 9 janvier. Lui donner une plateforme sur Twitter, tu vois, sur X. Musk projette son influence toujours au profit de la droite dure. C'est quoi la droite dure? La droite dure, c'est comme ça. Vouloir des frontières, c'est la droite dure. C'est quoi cette... C'était la norme il y a fucking 20 ans. C'était normal d'avoir des frontières il y a 20 ans. Depuis que Trudeau est arrivé, puis qu'avec Merkel, ils ont fait sauter les frontières, ils ont ouvert C'est récent, cette affaire-là. C'est un truc d'extrême gauche d'ouvrir les frontières. Tous les pays, l'ensemble des pays ont toujours eu des frontières de toute l'histoire de l'humanité. Fuck! C'est le logiciel normal, le logiciel de base. Ouais. Le monde, et tout le monde en parle. C'est ça, les gens prennent la mesure de ce choc informationnel. Le Monde chronique, l'année Trump s'ouvre sur une offensive antidémocratique et anti-européenne menée par Elon Musk. Anti-européenne, tu vois.
Parce que ça, c'est ça. Si tu veux des frontières, tu es anti-européen, tu es antidémocratique, tu as de l'extrême droite, etc. Mais c'est pas juste ça. C'est que sur X et sur les plateformes maintenant qui émergent et tout ça, les gens vont là maintenant pour s'informer parce que les médias sont dans une espèce de sclérose intellectuelle, sont en train de s'atrophier, ne s'autorisent plus quelques réflexions intéressantes que ce soit parce qu'il y a une rectitude politique, parce qu'il y a de l'autocensure, etc. Et donc, les gens maintenant les politiciens vont parler sur, vous voyez, comme Alice Weidel qui va s'entretenir avec Elon Musk, Trump qui est allé sur Joe Rogan, ça a fait des centaines de millions de vues, des centaines de millions de vues. Aucun média qui peut compétitionner avec ça. Aucun média peut compétitionner avec Joe Rogan. Tucker Carlson avec Vladimir Poutine, au total, je pense, ça a fait près d'1 milliard de vues. Il n'y a aucun média qui peut... C'est terminé. C'est terminé. Tout se passe sur X et sur les nouvelles plateformes parce que c'est là qu'on peut parler. Et les médias qui parlent de désinformation et de radicalisme, etc., on vous écoute même plus de toute façon. Okay? Les gens intelligents, maintenant, vont chercher leur information sur des sites où est-ce qu'il y a de la liberté d'expression comme ça. Et là, c'était au tour de Pierre Poilievre avec Jordan Peterson. L'entrevue a fait... En moins de 24 heures, a fait autour de 30 millions de vues. Ça, c'est énorme pour un politicien canadien. En moins de 24 heures, 30 millions de vues. On est rendu, aujourd'hui, on doit être rendu à quelque chose comme 45 ou autour de ça. Et là c'est que les médias en parlent. Là je ne sais pas un truc sur est-ce qu'on aime Pierre Poilievre ou non, est-ce que c'est un mondialiste ou non. Il n'est pas pour un gouvernement mondial, contrairement à ce que certaines personnes du PPC affirment, là. C'est une autre histoire, on en reparlera peut-être un peu, mais c'est que maintenant, les politiciens comme Trump, Poilievre, font leur campagne sur Internet. Je l'avais dit ça, j'avais dit ça, on doit au Canada et en France commencer à laisser faire les médias et commencer à s'appuyer seulement sur Internet. J'avais montré le clip de Van Jones qui disait « Les républicains ». Les conservateurs ont construit une infrastructure informationnelle complètement indépendante et n'ont plus besoin des médias. Et c'est ce que je disais, notamment l'été dernier avec les élections en Europe. Je disais, ou en France, je disais, il faut arrêter de toujours vouloir se présenter sur les plateaux puis montrer patte blanche aux journalistes. Il faut créer nos propres réseaux, aller sur Internet. Ben c'est ça. 34 millions de vues. Ça a été retweeté par Elon Musk, hein? Qui appuie lui aussi Pierre Poilievre, prochain premier ministre du Canada. Great interview, hein, une super bonne entrevue, dit Elon Musk. Et là, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est que c'est les médias qui sont à la remorque. Là, vous voyez, c'est Hadi Hassine, chef d'antenne de TVA, qui mentionne les chiffres faramineux, 25 millions en moins de 24 heures. Les nouvelles comme c'est ça sur TVA Nouvelles. Dans cette entrevue diffusée dans cette discussion de près de 2 heures qui a été vue plus de 24 millions de fois en 24 heures, le chef conservateur a abordé le bilan de Justin Trudeau qu'il a qualifié de désastreux. Poilievre a notamment attaqué sur l'immigration, l'économie et l'inflation. On est content qu'il commence à sentir le souffle de l'immigration et inclure ça dans son discours parce que ça faisait défaut auparavant. Mais c'est ça qui devient la nouvelle maintenant. Les médias sont à la remorque, ils n'ont plus de contenu, ils n'ont plus rien. C'est Justin Trudeau qui va faire ses interventions devant les médias parce qu'il les paie. Et après ça, c'est les podcasts comme Joe Rogan, comme Tucker Carlson, comme Jordan Peterson qui font les chiffres. Les chiffres sont là. J'arrête pas de vous le dire. Et je vous le dis, lancez-vous sur Internet, partez vos petits podcasts. À toutes les années, les médias continuent à descendre. Perte du temps d'antenne, c'est inévitable. Il y a des pertes d'emplois massives à chaque année. En 2023, c'était 8000 personnes qui avaient perdu leur emploi dans le monde des médias en Occident, ou je ne sais pas si c'est je pense que c'est en Occident, peut-être pas juste aux États-Unis, là, parce que je pense que c'est en Occident au total. Et en 2024, c'est 15 000. Entertainment and media suffers another major blow in 2024 with 15,000 job cuts. Yahoo News, Entertainment and media suffer another 15 000 pertes d'emplois dans le divertissement et les médias. Imaginez ben oui, tous les chiffres, les gens vont regarder Tucker Carlson, vont regarder
le show de Jordan Peterson vont venir à Radio-Québec de ces temps-ci. On fait plus de vues que le téléjournal de Patrice Roy. Oui, c'est petit, là. C'est comme on fait entre 200 et 300 000, plus comme entre 250 et 300 quelques mille ces temps-ci. C'est plus que le téléjournal de Patrice Roy. Et toutes les chaînes vont monter comme ça. C'est comme quand la marée monte, là, tous les bateaux montent avec. Et tout le monde qui embarque maintenant, qui commence à avoir leurs petites émissions, etc., vont bénéficier de cette augmentation de l'attention, de la redirection du trafic. Hein? Et vous voyez ici, il y a plein maintenant, à tous les ans, c'est rendu comme ça. Il y a un palmarès des pertes d'emploi partout. Là. List of Hollywood and media layoffs so far in 2024. La liste des mises à pied à Hollywood et dans les médias à date en 2024, etc., etc. Groupe TVA qui annonce la fin de ses bulletins de nouvelles locaux diffusés sur... Et donc, on est dans une guerre de 5e génération. Là, on est en train de se débarrasser du système oppressif de contrôle de la pensée. Je l'ai déjà expliqué. Le système qui compartimente, nous empêche de faire des liens, etc., nous shame, essaie de nous faire sentir mal parce qu'on a osé penser par nous-mêmes. Là. Tu fais de la désinformation, mais il ne faudrait surtout pas que tu viennes au souper de Noël. Il faudrait surtout... Là, c'est les conseils, vous les avez vu passer, les conseils sur comment interagir avec le cousin complotiste. Ah oui, genre, là, c'était les médias qui vous donnent des trucs, genre comment changer de sujet, comment... t'as pris ça où, ton information? Comme, les espèces de mécanismes de défense parce qu'ils sont en train de tout perdre. OK? Et donc, pourquoi ils sont en train de tout perdre? Ils sont en train de tout perdre parce que il n'y a pas juste... ils essaient de vous faire croire ils sont arrogants. Ils sont extrêmement arrogants, puis ils ne veulent pas voir la réalité en face. En fait, je ne les ai pas compilés. Je vais peut-être faire ça dans un prochain web journal, mais j'ai une compilation de clips de journalistes qui parlent de ce qui leur arrive, puis ils ne comprennent rien. Les revenus des publicités, blablabla. Psh, ta gueule! Ta plateforme est nulle. Vous êtes des nuls. Vous parlez entre vous. Vous êtes la super chambre d'écho. Vous parlez entre vous, vous êtes la super chambre d'écho et plus personne ne vous écoute. Ciao! C'est comme fermer les lumières en sortant. Plus personne ne vous écoute. Vous comprenez? Ça descend à chaque fois. Et donc, moi, je vais vous l'expliquer, c'est quoi? Il y a comme 3 points principaux. 1, migration massive vers les plateformes d'autopublication. C'est-à-dire que les gens vont... c'est la fin de la hiérarchie informationnelle, les hiérarchies informationnelles, on s'en va vers le réseautage informationnel. On pense entre nous. Là. Tu sais, quand il y a un événement comme la tentative d'assassinat sur Donald Trump, eh bien là, les citoyens commencent à réfléchir entre eux. Il y en a un qui, j'ai montré, qui fait une reconstitution 3D de l'endroit, puis qui montre les possibles trajectoires de la balle, ça aurait touché Trump, puis si quelqu'un fait une animation 3D, l'autre prend l'animation 3D de cette personne-là, l'inclut dans une analyse qui parle de ce tireur-là et aussi le truc qu'est-ce que les services secrets et tout. Puis là, il y en a un autre, et l'analyse se construit comme ça. C'est comme ça que ça se construisait sur 8chan, sur 4chan. C'est ce qu'on appelle une réflexion collective. Et les médias sont contre la réflexion collective. La réflexion collective, c'est ce qu'il y a de plus démocratique, de plus citoyen. Et c'est comme le marché des idées. Et il y en a il y a de la désinformation là-dedans. Il y a des spécialistes de la désinformation qui vont aller lancer il y a des programmes de ça, comme Counter Intel Pro par le FBI, etc., qui vont lancer des fausses pistes pour qu'on se brouille puis qu'on se retrouve dans des cul-de-sac. Mais au total, c'est quand même une bonne chose. C'est mieux que de se fier à une source d'information comme, oui, Lee Harvey Oswald l'a tiré sur JFK avec une balle qui a fait 7 trous à différents angles dans la voiture. Il faut croire ça, oui. Ça, c'est l'information dirigée. Alors que l'information, la réflexion collective, c'est justement, on regarde les rapports, on montre les rapports au public, puis là, on fait la combinaison avec le type de carabine, c'est quoi la puissance de ça, où est-ce qu'il était perché, l'angle, le fait que les services secrets aient été retirés comme 1 heure avant qu'ils se retrouvent sur la plaza, blablabla. Et ça, c'est une réflexion collective. Les médias ne veulent pas qu'on fasse ça. Okay? Mais ça, ce que je voulais dire, c'est
C'est ça. C'est que ça, c'est ils veulent pas de la réflexion collective, ils veulent une information dirigée, mais la tendance, c'est la migration vers les plateformes d'autopublication. Hein? Avant, ça nous prenait la permission d'une maison d'édition pour publier nos livres. On arrivait avec nos petits, tu sais, notre brouillon, pas notre brouillon, mais tu sais, l'esquisse. Puis là, il y a un rédacteur qui lisait puis disait oui ou non si tu peux être publié. Et puis, ça, c'était quand même un gros changement parce qu'avant, on pouvait juste pas publier. Hein, c'était comme, il y avait comme une couple de livres autorisés et c'était ça. Là, après ça, on a commencé à pouvoir publier, mais ça prenait quand même des autorisations. Là, maintenant, on est à une nouvelle étape où est-ce qu'on n'a plus besoin d'autorisation pour publier. On a YouTube, on a Facebook, on a X, on a toutes sortes de plateformes. On a Spotify, on peut diffuser. Il y a encore un peu de censure, mais c'est en train de changer. Tu sais, on n'est plus du tout dans le même. C'est en train de changer et on s'en va. C'est ça, il y a une migration massive vers les plateformes d'autopublication et les plateformes d'information dirigées, centralisées, perdent de la pertinence. Je l'ai expliqué, ça, j'étudiais ça à la fin des années 90 dans toutes les théories de guerre de l'information. Emergence of new politics, strategic information warfare rising, the revolution in military affairs, etc., etc. Donc, donc migration vers les plateformes d'autopublication, vers Facebook, etc. C'est aussi ce qu'on appelle les GAFAM et les revenus publicitaires vont avec ça. Les journalistes se plaignent de ça, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi toute la question du wokisme. On dirait que la classe journalistique pense comme une ruche d'abeilles, là, toutes pareilles. Hein? Dès qu'il y en a un qui pense un petit peu différemment, se fait comme identifié par les autres abeilles, puis se fait comme attaquer et sortir. C'est littéralement ça. Donc, ils souffrent de wokisme, de bien-pensance. Tout le monde souffre d'autocensure dans les médias et de conformisme. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et donc, il y a nécessairement une perte de vitalité intellectuelle. Ça vient avec une perte de vitalité intellectuelle à partir du moment où est-ce que il y a une idéologie dominante de la censure et de l'autocensure, du conformisme, etc. On se retrouve comme en URSS et il y a une neurasthénie, de la sclérose intellectuelle et ça devient de moins en moins intéressant. Ce qui publie devient toujours de plus en plus comme stérile. C'est comme du McDo, là. Tu sais, c'est comme les médias, c'est comme le McDo de l'information. Il n'y a pas de vitamines là-dedans, il n'y a aucun contenu cognitif stimulant. Et c'est pour ça aussi, ça accélère la tendance au départ des gens. Puis après ça, il y a le mépris de l'auditoire. Tu sais, on en a parlé beaucoup, les édentés, les touristes à terre, etc., ceux qui mettent en danger la vie des autres. Mais c'est pas juste durant la COVID aussi, c'est la désinformation, le complotisme, l'extrême droite, là, c'est l'espèce de réflexe, là, des gag réflexes, là. Ils ont juste ça qui leur vient sur le bout des lèvres. Et finalement, ce que ça devient, quand tu prends ça, c'est exactement comme la Pravda, le journal en URSS, ou comme le clergé dans certains endroits du Québec. Je ne veux pas mettre tout le clergé là-dedans, mais il y a eu beaucoup de cette critique de certains prêtres, certaines tendances dans le catholicisme au Québec, en tout cas, là, au contrôle de la pensée. Et quand tu sors de l'orthodoxie, il y en a eu dans le catholicisme, hein, il y a eu des guerres contre les hérétiques et tout, et puis il y avait la doctrine officielle, puis si on n'était pas d'accord, ça arrive. Il arrivait des fois qu'on finisse sur le bûcher, etc. Ben, il y a ça aussi, il y a de ça dans les médias. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les gens rejettent ça. Ça peut fonctionner à certaines époques, pendant un certain temps, mais là, on n'est clairement pas là-dedans. Surtout qu'on sait qu'on a raison sur plein de sujets et ils ont eu tort et il n'y a pas de retour en arrière et il y a une migration vers les plateformes d'autopublication, etc. Donc, les individus sont grandis, qui sont comme... on leur donne du pouvoir, on donne du pouvoir aux individus pour s'auto-publier, s'émanciper, développer leurs idées, etc. On n'est plus du tout à l'époque du contrôle de la pensée comme à la Pravda ou comme dans certains courants du christianisme, à certaines époques du christianisme, etc. Mais ils refont les mêmes erreurs. Ils vont là, notamment, vous voyez, c'est comme ça ici. Je suis tombé sur le coup monté, refait surface, tentative d'assassinat de Trump. Et là, les deux, Alexis Delancey et Darosa, analysent les différentes discussions sur Internet au sujet de la tentative d'assassinat. Et ils disent, autant du côté républicain des démocrates, là,
Là, c'est ce que je l'appelais tout à l'heure, la réflexion collective. Tout le monde arrive avec un petit peu son grain de sel. Puis là, non, non, c'est pas possible à cause de telle chose. Puis là, tu avances une certaine idée, finalement, d'autres personnes te contredisent, tu recules un peu, mais il y a comme une espèce de un processus. Eux appellent ça en gros, là, de la désinformation. Alors, c'est ça, tu sais, la montée de la désinformation. Et donc, tout ça, toute cette réflexion collective-là, c'est de la désinformation. Un tel dit ça, c'est de la désinformation. L'autre dit ça, c'est de la désinformation. Tu sais, ils sont les seuls gardiens de la doctrine véritable. Et il y a une seule source d'informations autorisées, c'est ce qui sort de la bouche du FBI. Et mon Dieu, c'est pas une source crédible, le FBI, avec tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont menti, le double standard. Tu sais, Mais pour eux, tout ce qui n'est pas officiellement déclaré par le gouvernement, c'est de la désinformation. Tout ce qui n'est pas officiellement reconnu par le FBI, le gouvernement américain, c'est de la désinformation. Et donc, en adoptant cette approche-là, on devrait leur retirer leur carte de presse parce que vous n'êtes plus des journalistes, vous êtes des employés du gouvernement. Un journaliste doit vérifier, doit être critique du plus gros pourvoyeur de fake news qui existe sur la planète, c'est-à-dire les gouvernements. Il n'y a pas plus gros pourvoyeur de fake news que les gouvernements. C'est pour ça qu'en Occident, on a développé un système de contrebalance, là, de contre-pouvoir, parce que les gouvernements mentent tout le temps. C'est pour ça qu'on veut vérifier, revérifier, critiquer, puis qu'on a comme un exécutif, un législatif, un judiciaire, parce que des fois, c'est l'exécutif chie, là, tu as le législatif qui peut corriger les erreurs. Des fois, tu as l'exécutif et le législatif qui déconnent. Là, tu as le judiciaire qui embarque, puis après ça, tu as les médias, normalement, qui surveillent le judiciaire et les trois. Mais là, les médias, on en a parlé souvent à Radio-Québec de ça, les médias maintenant sont dans le coup. Et en tout cas, ils n'exercent plus leur rôle de contre-pouvoir. Ils sont des apologistes du pouvoir avec cette idée de désinformation, que tout ce qui ne sort pas du gouvernement est de la désinformation. Après ça, il y a des tweets comme ces deux personnages-là ici, Marie-Ève Carignan, je pense, et l'autre, David Morin, qui sont de la chaire de l'UNESCO sur la désinformation, quelque chose comme ça, un nom péteux, qui finalement, ces deux clowns-là n'ont aucune expertise dans aucun des domaines qu'ils analysent, mais vont parler de la montée de la radicalisation et de la méfiance contre le gouvernement, etc., comme si elle n'était pas justifiée. Comme si elle n'était pas justifiée, il peut y avoir et comme si l'Occident, encore une fois, n'était pas fondé sur la méfiance du gouvernement, que le gouvernement est menteur, etc. Et là, ils vont dire, elle va dire à des émissions, par exemple, oh, il y a de la désinformation climatique ou, tu sais, mais qu'est-ce qui, encore une fois, c'est d'où tu parles, chose? C'est quoi ta position? T'es-tu une experte, toi, pour savoir que c'est de la désinformation? Ou est-ce qu'il y a ton diplôme en climat ou en quoi que ce soit, en sciences pures? Il y a des prix Nobel qui disent que c'est de la merde. Toi, t'es qui, là? Tu sais, t'es qui pour dire que c'est de la désinformation ou whatever? T'as aucun diplôme en rien. C'est des diplômés en rien, ces deux-là. En communication. Ils sont pas capables, ils n'ont rien en médecine quand ils parlent de la désinformation sur la. Fait que la seule chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer, étant donné qu'eux n'ont aucune connaissance, puis qu'ils n'ont aucune connaissance, la seule chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour dire que c'est de la désinformation, c'est une autorité. L'autorité, l'OMS a dit, et on a vu que l'OMS a eu tort, notamment sur le taux de mortalité, 3,5, etc., sur plein de dossiers. Et donc, ils n'ont aucune compétence et ils ne font que s'en remettre à une autorité. Et c'est la même chose que les clowns en haut, c'est-à-dire qu'on est dans la pravda du discours autorisé par le gouvernement, puisqu'ils sont incompétents pour juger. Ils sont incompétents pour juger. Hein? Là, je vais vous montrer un clip de Pierre-Olivier Zappa, le nouveau chef d'antenne au TVA 22h. Je pense que c'était Sophie Thibault auparavant, mais là, maintenant, c'est ce gars-là. Et il dit deux choses. Il dit notamment que ça va très bien, qu'il n'y a pas de perte d'auditoire. Déjà, je ne sais pas qu'est-ce que tu as pris, bonhomme, là, mais c'est comme, il n'y a pas de perte d'auditoire. Mais tu peux pas arriver là. Il faut que tu sois optimiste. C'est comme un leader à la bataille. Tu es en train de te faire ramasser. Puis là, tu dis ouais, chargez. C'est complètement ridicule son truc. Où est-ce qu'il dit les chiffres n'ont pas baissé, blablabla.
Et après ça, il dit, on lui pose la question, il dit, le complot qui dit que les patrons nous disent quoi faire. Là, je vous montre le clip, puis après ça, Pierre-Olivier Zappa. Sociaux. Mais en même temps, le réflexe des gens n'a pas tant changé. Là, on parle beaucoup de la fin on aime évoquer la fin éventuelle des grands rendez-vous d'information. Il y en a même, je vais parler de concurrents qui ont déjà évoqué la fin des bulletins de fin de soirée. Mais j'ai envie de vous dire, lorsqu'on regarde les codes d'écoute, lorsqu'on regarde l'intérêt que les gens portent pour ces grands rendez-vous, il demeure là. Est-ce qu'il est aussi fort qu'il y a 20 ans? Peut-être pas. Est-ce qu'il est aussi fort qu'il y a 10 ans? La réponse est oui. En tout cas, il est plus crédible que bien des réseaux sociaux où Ça, désolé, le son. Ça, c'est toi qui le dis, Benoît. Ça, c'est toi qui le dis, Benoît, qui est plus crédible, parce que de plus en plus de personnes trouvent qu'il y a plus de crédibilité ailleurs sur Internet que ce que les médias racontent. Vous racontez souvent de la chenoute, de la merde. Vous vous faites attraper à raconter de la merde, à raconter n'importe quoi. On vous montre que vous racontez de la merde. Preuve à l'appui, vidéo à l'appui, vos clips avant, vos clips après. Vous racontez n'importe quoi. Et quand on vous montre ça, vous nous bloquez. Vous racontez de la merde. OK? Et il y a de plus en plus de personnes qui s'en rendent compte. Est-ce qu'on peut apprendre les pseudos... Et je suis pas en train de dire qu'on fait pas d'erreurs. Il nous arrive de faire des erreurs. L'erreur est humaine. Mais il y a une rigueur. Il y a des équipes qui font un travail acharné de vérification pour aller en profondeur. Possède X. L'effet sur les médias, là, parce que lui, il clame que c'est la vraie liberté d'expression. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense effectivement que X est un espace de liberté d'expression. Je connais peu de patrons de presse qui s'ingèrent dans les affaires courantes d'un média. On se fera pas de cachette. Je connais peu de patrons de presse qui s'ingèrent dans les affaires courantes des médias. Retenez ça. Certains médias ont des orientations, selon évidemment la volonté éditoriale qui est mise en place. Mais il y a des gens qui aiment bien croire à un méga complot là, parce que le patron de presse interférait avec la rédaction. La vérité, c'est que la majorité des journalistes que je connais, que ce soit au Québec, aux États-Unis, ont une latitude énorme pour exercer leur métier. Dans tout le parcours... Ont une latitude énorme. Je peux pas tous les mettre parce qu'on arrive déjà à 34 minutes, etc. Mais il y a plein de clips, par exemple. Ça ici, juste pour dire, montrer, ça ici, en voici un. Céline Galipeau entrevoit la fin des téléjournaux. Ici, CNews, l'ARCOM soumet par le Conseil d'État de mieux contrôler la chaîne. Quand on parle un petit peu, quand les orientations sont un petit peu trop conservatrices ou au centre, pas à l'extrême gauche, mais là, l'État intervient pour faire fermer, faire envoyer des journalistes, etc. Pense à Stéphane Bureau, chose Zappa. Pense à Stéphane Bureau, pense à, comment elle s'appelle l'autre, là, Hélène Pedneau, c'est ça? Qui s'est fait renvoyer du devoir, puis, parce qu'elle avait dit que les vaccins n'avaient pas été testés. Il y en a combien qui se sont fait renvoyer, en fait, à cause de leurs opinions? Et là, je vais vous montrer, il y a un article, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, l'émission Enquête de Radio-Canada a enquêté sur Québécois, sur TVA, Québécois, etc. Et dans le reportage, ils disent plein de choses dans le reportage, mais moi, il y a juste une section qui m'intéresse, c'est l'endroit où les journalistes eux-mêmes, les journalistes de Québécois eux-mêmes disent que le patron fait pression sur eux pour qu'ils changent du contenu, qu'ils incluent des trucs, etc., qu'ils n'ont pas de liberté. J'en avais déjà montré un extrait. C'est 45 minutes. Je vais le mettre sur ma chaîne Telegram. Dans une déclaration, Québécois dit réfute certains des points, notamment sur l'espèce de compagnie coquille, etc. Mais c'est pas mon point. Moi, mon point, c'est sur la liberté de presse des journalistes. Et dans le reportage, ils interviewent des journalistes de Québécois qui disent on nous impose des trucs, on nous impose des thèmes, on nous censure, etc. Ça, c'est Québécois. Alors que ce gars-là, Zappa, travaille pour la même compagnie. Alors, c'est qui nous bullshit ici, Zappa? Oh, je ne l'ai pas mis. Attends une minute. Si. Pas parce que impliquer mon rédacteur en chef à ce stade-ci dans la manière que vous me présentez les questions, de la manière que vous faites l'enquête, non. Marc-François Bernier dirige la chaire de recherche en éthique du journalisme à l'Université d'Ottawa. En 2007, il a sondé les journalistes de 3 groupes de presse, Radio-Canada, Gesca et Québecor, où il a trouvé 3 états d'esprit distincts selon l'endroit où l'on travaille,
comme l'indique le titre de son livre. Sérénité, malaise et détresse. Généralement, ceux de Québécois étaient dans ce que j'ai appelé, moi, une sorte de détresse professionnelle sur le plan de l'autocensure. Ils avaient l'impression qu'ils avaient moins de liberté que les autres, que leurs médias servaient plus à servir les intérêts du propriétaire que l'intérêt public. Sur plusieurs indicateurs d'intégrité de l'information, puis de qualité, puis de diversité, le résultat était en deçà de ceux de GESCA et de Radio-Canada. Salut, Franck-Olivier Zappa. Est-ce que tu ravales tes mots? Et de façon significative sur le plan statistique. Le journaliste est supposé d'être la personne la plus étanche à toutes les pressions de partout. Et là, c'est notre employeur qui nous manipule. Donc, c'est honteux pour un journaliste. Il n'y a personne qui va se vanter de ça. C'est très difficile à admettre. Donc, c'est vraiment tabou. Il y a vraiment un omerta qui est présent et qu'il faut qu'il soit brisé. Les centrales syndicales ont trop de pouvoir. Nous avons découvert que les journalistes du réseau TVA, une autre filiale de Québecor, se plaignent du même phénomène. Ils affirment, selon les procès-verbaux du comité professionnel de l'entreprise, qu'on s'en prend toujours aux mêmes cibles, surtout sur les ondes du canal Argent. Les employés se demandent si la couverture économique n'y sert pas de courroie de transmission à Québecor. Les patrons s'en défendent, mais les journalistes notent que certains organismes sont toujours présumés coupables, comme la presse et la famille Desmarais, Radio-Canada et le Fonds de solidarité de la FTQ, d'autres cibles courantes, Transcontinental et Bell Canada. Moi, je pense que le problème a commencé. Etc. Ça continue sur un ensemble de sujets, mais vous voyez bien que la pression journalistique, ça existe. Il y a aussi, par exemple, juste il y a après 3 ou 4 semaines, la journaliste d'une intégrité irréprochable, Catherine Herridge aux États-Unis, qui travaille pour la chaîne CBS, a tenté de faire une entrevue avec Elon Musk en 2023, notamment au sujet des Twitter Files. Et la chaîne CBS lui a interdit de faire l'entrevue parce que la chaîne disait qu'elle ne savait pas ce que Elon Musk allait dire. Et donc, la chaîne a empêché Catherine Herridge, une journaliste vedette de CBS, de faire un reportage avec Elon Musk parce qu'il ne savait pas ce qu'Elon Musk allait dire sur les Twitter Files. Rappelez-vous aussi, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de la journaliste qui avait fait toute l'entrevue sur Jeffrey Epstein en 2000, je ne me rappelle plus, 2014, 2015 ou quelque chose comme ça. Et elle était allée voir NBC avec le dossier de Jeffrey Epstein et la chaîne NBC avait dit « on ne prend pas ça, on ne touche pas à ça, etc. » Les chaînes censurent. Je vais vous montrer juste un petit extrait de Catherine Herridge. Après ça, il y a l'autre. C'était Projet Veritas qui avait sorti la vidéo de cette journaliste de ABC qui était en colère parce que la chaîne avait tué son entrevue avec son dossier Jeffrey Epstein. Ça, c'était en 2019. Quand il s'est fait arrêter, c'était hors caméra. Là. Ils l'ont filmé hors caméra et c'était Projet Veritas. Et elle disait, ils ont coupé mon reportage. J'avais tout sur Jeffrey Epstein. Je vous le montrerai, je le mettrai sur Telegram. Mais ici, Catherine Herridge qui s'en plaint à une autre chaîne. Mais en même temps, le réflexe des gens n'a pas tant changé. Yeah, so just to set the stage, it was the fall of 2023. I had tried to enterprise a story that would bring the Twitter files to CBS News. It didn't get as far as I had hoped, but an interview opportunity developed with Elon Musk, and the offer was to do a live interview with him on X. So I took that opportunity to the CBS News executives. And they said, you know, we just can't do it live. And I was like, what do you mean we can't do it live? And they said, well, we don't know what he's going to say. And I was like, wait a second. Isn't that what journalism is all about? The short story is that a number of conditions... Etc., etc., etc. Donc, ça, c'est juste pour réfuter ce que dit le petit Zappa. Et ça, c'est quand on n'est pas en phase de transformation éditoriale d'entrevue avec CBS. Ça ici, c'est EBS, CBS. Je me rappelle plus de son nom, tu vois, je suis fatigué. Le nouveau Speaker of the House, je connais toujours son nom en ondes, je les perds, a fait une entrevue avec CBS. Et CBS, ils font la même chose avec Trump. CBS va juste comme prendre les parties du clip qui le font mal paraître ou vont éditer le clip de façon à ce qu'il ait l'air de cafouiller. Et là, il montre
là, finalement, je ne sais pas comment ils obtiennent les deux versions, là, mais on monte finalement sur Internet la partie qui a été rendue publique par CBS, où est-ce qu'on fait semblant qu'il a l'air ridicule, qu'il cafouille, et la réponse au complet qui est tout à fait intelligente et articulée. Ils ont fait la même chose avec Kamala Harris durant la campagne. Ils ont produit... elle a produit des réponses, ce qu'ils appellent en anglais une word salad, une espèce de salade verbale, genre sans aucun contenu, d'à peu près, je sais pas, une minute. Puis là, je pense que c'est ABC, prend genre comme un 8 secondes ici, un 4 secondes là, et le 3 dernières secondes, il fait un montage, puis ça a l'air de « we're gonna do this ». Et donc, ils la font bien paraître. Ils interviennent pour modifier l'information. Ils se donnent une stature qu'ils n'ont pas. Ils se présentent comme des espèces de clercs, des prêtres de l'information qui sont capables de juger ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Or, ils n'ont aucune compétence pour le faire. Au moins, quand les prêtres jugeaient de quelque chose, au moins, ils étaient eux-mêmes des prêtres, ils pouvaient juger d'éléments doctrinaux, d'éléments spirituels, etc. Mais ça ici, c'est des journalistes sans aucune formation, des espèces de spécialistes en tout, des toutologues, comme on dit, qui vont être capables de dire sur quelque sujet que ce soit, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, etc. Et la seule façon qu'ils puissent le faire, c'est de s'en remettre à une autorité de laquelle, je veux dire... Ce que tous les tyrans ont toujours fait, là, je veux dire, ce que tous les régimes totalitaires ont toujours fait, c'est ça qui se passait en Russie avec la Pravda, là. C'est les mêmes. Et c'est pour ça qu'ils s'effondrent. C'est un grand tour d'horizon, là. Je sais pas. C'est ça. Donc, perte d'emploi, ça va mal. Migration massive vers des plateformes d'autopublication, wokisme, censure, conformisme, perte de vitalité intellectuelle, mépris de l'auditoire, orthodoxie, appel à la désinformation, etc., etc. Voilà. Donc, Musk ici, là, maintenant, comme je l'ai dit en début de Web Journal, qui met la pression sur le gouvernement anglais au sujet des gangs de viol pakistanais. C'est 100% des Pakistanais, c'est des gangs de viol islamiques pakistanais. Tommy Robinson a fait un reportage là-dessus qui s'appelle Silenced. Et le gouvernement l'a mis en prison pour 6 mois pour avoir dit la vérité. Rien de plus que juste la vérité. On n'a pas le droit de les dire, ces vérités-là. Si tu dis, tu sais, c'est comme quand tu dis, on n'a pas le droit de dire des vérités dans le multiculturalisme, on n'a pas le droit de dire des vérités. J.K. Rowling s'en est mêlé en disant que c'était un scandale, que le gouvernement avait abandonné ces jeunes filles. Juste à Rotterdam, c'est 1400 jeunes filles, des filles de 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, qui se faisaient violer, qui se faisaient droguer, saouler par des Pakistanais, qui se faisaient prostituer par des Pakistanais. Et quand on allait à la police, on disait on ne peut pas intervenir, c'est trop sensible, etc., etc. C'est un scandale énorme. Il y a plein de trucs. Ils ont en plus de ça caché tout ça. Hein. Reveal Conspiracy, Silence on UK Sex Gangs. Ça, c'est une des personnes responsables présentement. Et Elon Musk retweet tout ça de sorte que maintenant, c'est plus possible de garder ça en Angleterre. J'ai fait un tour complet de tout ça dans le Web Journal de l'été dernier, il y a 5 mois. Grande-Bretagne, quelle guerre civile? On parle des émeutes et de toutes ces victimes-là. On va dans le détail, mais c'est ça. Avant, c'est juste nous qui en parlions, certains médias sociaux. Et là, maintenant, avec le projecteur que Musk braque sur ces événements-là, le monde entier vient à connaître ces choses odieuses et le gouvernement, dans ses petits souliers, doit répondre devant l'ensemble de la planète. Ouais. Et donc, les journalistes ne sont plus pertinents, ne sont plus nécessaires. Ils n'ont plus le nombre de chiffres, ils sont pas, le nombre de vues, ils n'ont plus la portée, ils sont essoufflés, ils sont sclérosés. Maintenant, où est-ce que ça brasse, c'est sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il y a des millions, des centaines de millions de vues que tout le monde regarde. C'est là qu'on braque des projecteurs. C'est la nouvelle agora. C'est plus les médias. C'est terminé, ça. C'est la nouvelle agora. Voilà. Donc, c'était pour ça. On va terminer rapidement. Ah oui, peut-être un mot sur les attentats et les drones. J'ai complètement esquivé le sujet, là. Mais en fait, j'ai pas énormément de choses à dire. Parce que ça a l'air d'avoir ni queue ni tête. Par exemple, si on regarde l'attentat du marché de Noël en Allemagne, le gars était un anti-islam, mais qui fonce dans une foule de chrétiens. Quand il se fait arrêter, il crie Allah Akbar. C'est juste des informations contradictoires. Il n'y a aucun profil spécifique. Même chose avec... aux États-Unis, il y a eu une couple d'attentats et...
ça ne semble pas rimer avec quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un lien? C'est pas clair pour moi qu'il y a un lien entre tous les attentats, sauf le dernier. Le dernier est intéressant. Cette histoire de Cybertruck qui a explosé. Le gars se serait tiré une balle auparavant et tout, mais on a retrouvé son passeport et on était capable de l'identifier rapidement. Tu sais, c'est comme les passeports des pirates du 11 septembre. Là. L'avion est rentré, s'est encastré dans le métal et il a parti dans une boule de feu, mais le passeport est sorti, est tombé au pied de l'édifice et malgré tout, ils ont trouvé le passeport. C'était comme... Tu sais, il était comme dans l'avion, dans la pochette d'un gars et le gars, lui, est carbonisé, mais le passeport a survécu. Puis il y a des blagues, je pense, je me rappelle plus, je pense que c'est Elon Musk, d'ailleurs, qui a fait une blague. On devrait faire des vestes par balles avec ces passeports-là parce qu'ils résistent à tout et on est toujours capable de les retrouver. Mais ce gars-là, finalement, il est intéressant. On sait c'est qui, là. En fait, c'est pas clair. Ce qui est intéressant, c'est que on le voit, c'est un gars des forces spéciales, en fait. C'est un gars du JSOC. On le voit ici dans une vidéo promotionnelle avec... la légende du JSOC, la légende des forces spéciales, Tim Kennedy. Ici, Tim Kennedy, qui est aussi un champion MMA. Là. Tim Kennedy, qui est une des personnes qui a fait le plus de sorties, le plus de missions en théâtre d'opération dans le JSOC. C'est une légende. Il est parti. Il y a plusieurs entrevues. Tim Kennedy, vous pouvez le trouver... non seulement ses combats MMA, mais aussi en entrevue sur YouTube, et il fait partie du JSOC. Donc, pourquoi quelqu'un du JSOC comme ça irait faire un truc comme ça? C'est pratiquement... Il est, encore une fois, fort probablement pas mort. Vous savez, vous connaissez un peu mon approche avec les morts et les forces spéciales et tout ça. C'est comme... OK. Mais donc, cui bono, pourquoi on ferait tout ça? Pourquoi il y aurait... encore une fois, je ne vois pas nécessairement si c'est... Dans certains cas, c'est peut-être l'État profond qui agit, mais ça n'a aucun potentiel de déstabilisation sur la présidence de Donald Trump. Ça a aucun... C'est pas semer le chaos. C'est pas comme... Même s'il y en avait 10 des attentats comme ça, pouf, 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 ça déstabiliserait quand même pas la présidence de Donald Trump. S'il y avait 50 morts, 70, 200 morts... 800 morts, il y aurait un état d'alerte général, mais ça ne déstabiliserait pas la présidence de Donald Trump. C'est pas ça qui va faire dérailler quoi que ce soit. Le dernier, celui avec le gars du JSOC, ça s'inscrit peut-être dans le cadre d'une stratégie de l'attention, comme j'avais expliqué dans le choix stratégique, c'est-à-dire alors que l'autre mène des opérations, toi aussi, tu mènes des opérations pour confondre l'adversaire, tu fais monter le niveau de tension et ça te permet de déployer des forces, peut-être en vue d'une sécurité renforcée à la sermentation de Donald Trump. Donc, tu fais un événement comme ça et après ça, tu dis il y a un danger à la sécurité et tu augmentes le niveau de sécurité pour la sermentation, etc. Okay. C'est à peu près les seules choses que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, Trump veut augmenter les dépenses militaires de l'OTAN. Je l'ai reçu par beaucoup de personnes, des gens qui disent qu'as-tu à dire là-dessus, Alexis? Trump veut augmenter les dépenses militaires. Toi, tu dis qu'on s'en va vers la paix, mais Trump est un va-t-en-guerre. Et là, je suis pris, là. Je me sens comme dans ma camisole de force, là, genre, merde, j'ai raté. Mon analyse, c'est tombé. Ben non. En fait, Trump est un admirateur de Ronald Reagan. Hein? Il le connaissait bien, Donald Reagan, et c'était son ami à l'époque, Donald Reagan. Trump était jeune à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Ronald Reagan? Vous le voyez ici, d'ailleurs, serrer la main de Reagan. Et Reagan lui avait dit qu'il le verrait bien un jour président des États-Unis, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Reagan? Je vais vous donner mon interprétation de ça. Vous en ferez ce que vous voulez. Pourquoi Trump veut augmenter les dépenses militaires de l'OTAN? On sait qu'il veut plutôt remplacer l'OTAN. Il a dit qu'il voulait remplacer l'OTAN. Après la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui va rester de la crédibilité de l'OTAN? Pas grand-chose. Et alors, pourquoi voudrait-il augmenter les dépenses militaires? L'été dernier, c'était 3 %. Il a dit ici, genre, Trump says NATO members should spend 3% on defense. Et là, l'Alliance, un membre de l'Alliance dit, OK, on va tous monter à 3 parce qu'il y a comme différents niveaux. Il y en a qui sont à 1, il y en a qui sont à 1,5. Il y en a certains qui atteignent 2. 2, c'est le minimum. Puis là, Trump dit, non, on va monter ça à 3. Puis là, les responsables de l'Alliance disent, OK, oui, on va monter ça à 3. Il dit, OK, ouais, on va monter ça à 5.
Ici, Trump wants, c'était autour de Noël, Trump wants 5% NATO defense spending target, Europe told. Alors, il dit aux Européens, c'est 5% qu'on a besoin, là, tu sais. Politico, Trump reportedly wants NATO members to boost defense spending to 5% of growth. C'est 5% du PIB à la défense. C'est un fou, c'est un malade, c'est un va-t-en-guerre, Alexis. Alors, c'est quoi le rapport avec l'augmentation des dépenses de l'OTAN et Trump et Ronald Reagan? Ronald Reagan a utilisé exactement la même stratégie pour faire s'effondrer l'Union soviétique. Hein? Qu'est-ce que Reagan a fait? Trump, qui connaît bien la présidence Reagan, à l'époque, un ambassadeur en l'URSS a fait part à USA Today dans cet article du fait que Trump voulait être un ambassadeur américain à Moscou, et il dit « Je suis capable d'arrêter la guerre froide en 24 heures ». Exactement ce qu'il disait avec la guerre en Ukraine. Ça, c'était intéressant à dire. Il disait exactement avec la guerre froide ce qu'il dit maintenant avec l'Ukraine. Je peux arrêter la guerre en 5 minutes, en 24 heures. Donnez-moi le poste, puis je vais arrêter la guerre à 24 heures. Parlez-en à mon ami Reagan, là, il va vous dire que je suis capable de faire le travail. Et donc, qu'est-ce que Reagan a fait? Reagan a fait deux choses qui a finalement, la plupart des experts vont s'entendre là-dessus, d'autres vont amener d'autres causes, mais non seulement il a réduit les dépenses du gouvernement américain de beaucoup, il a dégraissé l'appareil gouvernemental, exactement ce que Trump veut faire avec DOGE, le Department of Government Efficiency. Donc, il a assaini les dépenses publiques par beaucoup et il a comme décuplé les dépenses militaires. Hein? New President Ronald Reagan used the term evil empire to describe the USSR and relaunched the arms race. Il a relancé la course à l'armement. Et qu'est-ce que ça a fait quand il a relancé la course à l'armement? Eh bien, les pays du pacte de Varsovie ont dû suivre et ont commencé à... eux étaient comme sclérosés, étant donné qu'ils avaient des gigantesques dépenses gouvernementales en toutes sortes de programmes. L'économie était contrôlée, l'économie n'était pas si bonne, et c'était une économie planifiée et tout, et ils étaient déjà à la limite. Hein, les gens ne mangeaient pas beaucoup, et c'était comme, tu pouvais avoir 12 paires de bottines, mais seulement un pain par semaine. Et là, tout d'un coup, avec une économie sclérosée comme ça, les États-Unis multipliaient par 10, je donne un exemple, leur budget militaire, et là, il fallait suivre. Tu vois, les tanks se multipliaient à la frontière, partout, etc., les avions. Et là, éventuellement, c'est ce qui a une partie de ce qui a fait s'effondrer le pacte de Varsovie. C'est la course aux armements. Le pacte de Varsovie n'a pas été capable de suivre et finalement, ça s'est effondré et il y a eu ces discussions avec Gorbatchev, etc., etc. Okay? Donc, c'est à l'époque où est-ce qu'il a relancé le projet Star Wars, de boucliers, de missiles... bouclier anti-défense spatiale et tout ça. Et qu'est-ce que Trump essaie de faire, évidemment? Ici, c'est la même chose, sauf que c'est dirigé contre les membres des pays de l'OTAN. Donc, il relance une course aux armements, lui réduit ses dépenses, relance une course aux armements. C'est qui doit matcher son offre ici? Tu sais, comme dans une négociation comme The Art of the Deal, là, c'est qui doit matcher son offre? C'est pas comme à l'époque de Reagan où est-ce que c'est l'URSS qui doit égaliser l'offre et comme aller dans la surenchère. C'est pas l'ennemi, c'est pas ceux qui doivent matcher l'offre de Trump, c'est les autres pays de l'OTAN. Et ils sont déjà surendettés. Et là, si on passe de 1,5 ou 2 à 5 %, ils ne seront pas capables. Et là, ils ne sont pas capables de payer. L'OTAN ne sert à rien. Ou s'ils le font, l'économie va s'effondrer, etc. C'est essentiellement dirigé contre les membres des pays de l'OTAN. Il utilise la même stratégie que Reagan a utilisée contre l'URSS. Il l'utilise contre les membres de l'OTAN. C'est comme ça que je le lis. Il fait la même chose. Il fait comme Reagan. Il réduit les dépenses, puis il augmente les dépenses militaires. Il assainit les finances publiques du gouvernement. Il se lance dans une escalade des dépenses militaires et les personnes en face qui doivent répondre à la surenchère, c'est pas l'URSS, c'est les membres des pays de l'OTAN qui ne seront pas capables de le faire parce qu'ils sont déjà surendettés, pas capables avec une économie sclérosée, etc. Donc, c'est le même pattern et ça s'inscrit, c'est le même pattern historique là, qu'à l'époque de Reagan et ça s'inscrit aussi dans la volonté de Trump de reformer complètement la sécurité après la guerre en Ukraine, etc., la paix au Moyen-Orient. On va voir la semaine prochaine. Je pense que je vais répondre à beaucoup des personnes qui ont des questions sur Gaza. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Ça va être épicé. On va y aller à fond de train. Voilà.
Alors, c'est comme ça que je le vois. Donc, il y a toujours, il y a toujours deux façons de voir. Il y a toujours team premier degré, là, avec un quotient intellectuel de 80 qui nous disent « Ah, Trump est un va-t-en-guerre. » Tu vois, whatever. Je ne vais pas imiter personne, là, mais... Ils n'ont aucune analyse subtile, mais quand on regarde les régularités dans l'histoire, qu'est-ce que Trump a fait, l'époque de Reagan, etc., quand on prend un peu de hauteur et on applique des grilles d'analyse un peu plus intelligentes, bien, on voit qu'il y a comme des similitudes et il y a comme un plan derrière ça. Et c'est pas aussi, ça s'inscrit dans toutes ces déclarations sur l'OTAN, ce qui se passe, sa bonne relation avec Poutine, etc., etc. OK? Ça a l'air peut-être va-t-en-guerre, mais si on sait ce qui s'est passé avec Reagan et Gorbatchev, c'est plutôt le contraire. Voilà. OK. Il y a plein de petites choses, mais je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. J'ai mal aux yeux, je ne sais pas c'est quoi. Alors, oui, quand je disais, peut-être un dernier petit truc, là, je disais, par exemple, de prendre notre place dans les médias. Donc, c'est des bonnes nouvelles, encore une fois, aujourd'hui. C'est pas vrai que je suis optimiste. Je suis pas optimiste. Je regarde ce qui se passe, je regarde les unes, puis ça va bien. Les gens me disent, t'es optimiste, Alexis. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Je suis pas pessimiste. Je suis pas pessimiste. Quand tu es pessimiste, c'est souvent team premier degré, genre, tu es pessimiste. Là. Tu vois Elon Musk. Là. Elon Musk, s'il produit des robots, tu sais, là, tu te dis, c'est la fin, là, c'est la fin de l'humanité, etc. Mais en fait, moi, je dirais pas non, là. Si je pouvais me le payer, là. C'est un robot, là. Imaginez, je pourrais faire comme 3 web journaux par semaine. Tu n'as pas à ramasser les feuilles à l'automne, tu n'as pas à faire la vaisselle. C'est ton robot, comme tu repeintures le salon, c'est le robot qui fait tout ça. Imagine, à l'époque, il y avait des serfs qui faisaient ça, il y avait les grands patrons, les employés, puis tout ça, mais on pourrait se passer d'immigration massive aussi, puisque beaucoup des jobs manuels seraient faits par des robots. Après, on pourrait garder notre culture, mais c'est ça, je pourrais, je pourrais dire qu'est-ce que je veux manger ce soir, et puis mon robot, je ne sais pas comment je l'appellerais, ferait ça, et puis je pourrais faire un web journal pendant que lui est en train de torturer un journaliste au sous-sol. Je n'aurais pas à faire la job moi-même. C'est une blague, là. Okay. Et donc, voilà, mais c'est ça, il faut... les gens sont très méfiants, mais le gars, c'est un gars qui pense le futur. Comme moi, quand j'étais jeune, j'adorais la science-fiction. Je suis peut-être un petit peu plus compatible, un petit peu plus... réceptif à ce genre de trucs-là. Et pour ceux qui aiment la science-fiction, c'est possible. Encore une fois, les implants neuro, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, si ton quadraplégique, là, ta fille, pense-y, là, ta fille est quadraplégique, elle a 12 ans, elle va jamais rien faire de sa vie, elle va rester en chaise roulante jusqu'à 45. Il lui reste, je sais pas, jusqu'à temps qu'elle meure. Et puis, là, tu peux mettre un implant neural et puis elle va pouvoir marcher et venir avec toi au restaurant avec un exosquelette ou quelque chose comme ça. Qui voudrait pas ça? Maintenant, c'est ça. Est-ce que, c'est comme toute la technologie, c'est toujours une arme à deux tranchants. Je pense pas qu'on va jamais arriver à un endroit où c'est toujours sur une base volontaire. C'est un moment où tout le monde va avoir un implant neural. Je pense pas que c'est ça. Mais donc, il y a des bonnes choses quand même derrière tout ça. Voilà. Puis je disais donc que les médias s'effondrent, etc. Puis il faut prendre notre place dans les médias. Par exemple, je donnais l'exemple du dernier bye-bye. Le dernier bye-bye qui a été vu par 10% de moins de personnes que l'année dernière. Et c'est une tendance d'année en année. Là, il y a de moins en moins de personnes qui regardent le bye-bye. Lise Ravary disait l'année dernière, bye-bye au bye-bye. Le bye-bye, c'est l'espèce de spectacle de fin d'année là, au Québec. C'est une grande messe. Il y a des millions de personnes qui regardent. Et c'est des sketchs humoristiques, mais ils ne sont plus du tout humoristiques. Et le créateur du Bye Bye se le fait dire, notamment que c'était entre autres trop woke ou que c'est juste une espèce de blague pour les personnes qui regardent la télévision. Il faut que tu connaisses tout le petit microclimat médiatique, artistique québécois pour comprendre de quoi ils parlent. Mais les gens sont ailleurs. Là, les gens... c'est comme, ils sont woke, puis ils se parlent entre eux. Comme les journalistes, il y a cette espèce d'arrogance de la caste, la clique du plateau Mont-Royal. Simon-Olivier Fecteau brise le silence après les critiques du bye-bye. On lui a dit que c'était trop woke. Fecteau se défend de ne pas avoir fait un bye-bye woke, etc., etc. Ben oui, c'est ça. Fait que d'année en année, ça va...
c'est le même, ça rejoint ce que je disais au début. Les gens vont vers des plateformes, une migration vers les plateformes d'autopublication. On va parler du cas de Games and Roses. Il y a le wokisme, la censure, le conformisme, la perte de vitalité intellectuelle qui plombe le contenu des plateformes officielles, mépris de l'auditoire, orthodoxie des informations, etc. Mépris de l'auditoire aussi, on le retrouve, ils font des blagues sur les complotistes et tout. Ça, c'est 25 de la population, là, plus ou moins. Ça peut monter à plus que ça, dépendant de la question que tu poses. Et donc, quand tu te moques de 25 de la population, déjà, il y a comme, tu as la moitié de la population qui part vers les autres plateformes, puis là, il te reste 50 de ce 50 %-là, tu en perds un autre quart ici, sur un, c'est de l'auto. La télévision est en train de se détruire. Mais tout ça pour dire que c'est ça, les codes d'écoute descendent. Et là, quelqu'un prend la place ici. Gilles Belrose, avec son compte Twitter ici, Games and Roses. On vous incite, on vous encourage à le suivre. Games and Roses. Lui, ça fait plusieurs années. Je faisais des clips avant, mais je ne l'ai pas fait. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Je vais essayer d'y en faire un l'année prochaine, Gilles. Hein? Le bye-bye, lui, il appelle ça le ciao bye 2024. Et c'est, voilà, c'est lui ici, Gilles Belrose. Et il utilise l'intelligence artificielle pour faire des faces. Au lieu d'avoir du maquillage, tout un kit qui coûte des millions de dollars à faire, bien, lui, il utilise des logiciels. Et là, ici, il a fait une excellente imitation de Guy Lepage. C'est beaucoup plus drôle que le bye-bye officiel de Simon-Olivier Fecteau. Je montre... où est-ce que je l'ai mis? Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission Tout le monde sans Chris. Alors ce soir, comme première invitée, on reçoit Mona Lagreluche. Bonsoir Mona. Le deuxième invité ce soir est Antoine Didier Maxime Fernand Tanguay, qui a mis 1 an pour concevoir l'album de l'année au Québec. Il a été nommé chanteur de l'année et nous allons simplement l'appeler Antoine parce que c'est beaucoup moins long. Bonsoir. Et comme troisième invité ce soir, on va recevoir un homme qui se qualifie lui-même comme étant féministe, pro-LGBTQ+, moins divisé par 3. Masculin, toxique, alpha, queer et fier de l'être, et qui s'identifie... C'est parce qu'il faut connaître, évidemment, Guy Lepage, mais il a vraiment bien imité Guy Lepage là-dessus, l'animateur de Tout le monde en parle au Québec. Et donc, on utilise l'intelligence artificielle. Ça se fait, encore une fois, vous voyez, on est capable de faire un bye-bye avec des moyens ultra limités. Je ne sais pas combien ça lui coûte, là. Ça ne coûte pas des millions comme le bye-bye officiel. Il y a plus de vitalité intellectuelle, c'est plus osé, c'est plus rafraîchissant que... Et donc, bravo Gilles. Hein, on parle souvent d'autres plateformes. Lui, on n'a pas parlé de la sienne. Ça, c'est ce beau gaillard, Gilles Belrose. Alors, voilà. L'année prochaine, on t'en fait un clip, c'est promis. Et voilà. Alors, prenez l'espace. Prenez l'espace. Les médias sont en train de disparaître et par leur arrogance et par toutes sortes de facteurs. Et il faut occuper le terrain. Ça, c'est une façon de le faire. Il y a d'autres façons de le faire, etc. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Il y a des gens qui nous avaient envoyé des photos. Il y a des gens aussi, j'ai oublié le clip de Marc Cabana qui nous a envoyé un clip. J'avais dit d'envoyer les clips sur Alex Cossette-Trudel, @gmail.com. Les gens ont envoyé des clips ailleurs que là. Et donc... Mais on nous a envoyé des photos aussi, comme ça, des cartes de souhait. Hein? Joyeux Noël, Alexis. d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Salut la gang. La famille Rock ici, ça, c'est la famille de Claude Deroy. Hein? Il y a du beau monde là-dedans. On salue le grand-papa Rock. Voilà. Il y a aussi, en termes d'annonce, il y a ça ici, le réseau social québécois, Réseau Québec, qui fonctionne un petit peu comme Telegram, avec des groupes de discussion et tout. Et je vais faire mon tour occasionnellement là-bas. Alors, on les appuie, on va en reparler. Donc, vous savez comment nous aider. Hein? Il y a par la poste. Je le dis, c'est ça, parce qu'il faut le faire à la fin du Web Journal. Même je suis toujours quasiment fatigué à la fin, puis c'est toujours là qu'il faut le faire. Mais on remercie ceux qui nous appuient, qui permettent à Radio-Québec d'exister, qui nous donnent ce micro, qui nous donnent le courage de continuer à foncer. On prend des coups, etc. Pour vous, c'est difficile. Mais au moins, on ne se ruine pas à le faire. Des fois, c'est comme plus difficile que d'autres. C'est là qu'on sollicite votre appui. Et voilà, c'est un miracle qui se renouvelle de mois en mois.
depuis bientôt 7 ans. Dans 2 semaines, ça va faire 7 ans qu'on fait Radio-Québec. Alors, il y a différentes façons de nous aider. Par la poste, Alex Cossette-Trudel, casier postal 3206 Saint-André, Montréal, Québec, H2L4Y5. Et on laisse les références là, par carte, par PayPal, par Bitcoin, etc. dans la description. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'ai peut-être lagué un peu. Je ne vais pas encore me plaindre de toutes sortes de choses. Là. On est écœuré de t'entendre, Alexis, avec tes histoires. Là. OK. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On vous laisse sur un clip qu'on aurait dû passer, on nous l'a renvoyé, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense qu'on va parler de Gaza la semaine prochaine. Je vais finalement clarifier toutes les interrogations là-dessus. Voilà. Salut la gang. Salut Alexis. Merci pour tout du fond du cœur. Et on souhaite joyeuses fêtes.